Bonjour à tout le monde, merci de m'avoir invité aujourd'hui. Je ne vais pas trop m'éterniser sur moi, sur mon parcours, et je trouve que le plus intéressant sera la deuxième et surtout la troisième partie euh, de cette séance d'aujourd'hui. En fait, la troisième partie sera les questions que les gens se posent et auxquelles j'aurai le plaisir de répondre. Alors, vous m'avez donné champ libre, j'utilise ce champ libre pour déjà vous exprimer que cette crise, la pandémie, le Covid, euh, il faut, si j'ose dire, il faut un peu le relativiser. Bien sûr, c'est une tragédie. C'est une tragédie pour tous ceux qui ont perdu un être cher, euh, pour tous ceux qui souffrent économiquement, pour tous ceux qui sont au chômage. Donc, c'est véritablement une crise dramatique, une crise comme on en a, nous, notre génération, jamais connue. Donc, c'est quelque chose d'inattendu, de complètement méconnu, et donc, il est difficile d'y répondre, il est difficile de trouver l'antidote. Bien sûr, tout le monde travaille sur un vaccin, tout le monde prend des mesures, mais il faut quand même retenir certains éléments de cette pandémie. L'élément que je retiens, c'est le réveil de la planète. Euh, la planète, quand elle nous réveille, eh bien, c'est pas une douce mélodie comme le matin, notre réveil matin sur la table de nuit. Le réveil, c'est la planète qui nous dit, écoutez, maintenant, je crois que c'est assez. Vous êtes plus de 8 milliards d'habitants sur ma Terre et il est grand temps que vous révisiez vos concepts, votre philosophie, votre manière d'exploiter la nature, d'exploiter les animaux, d'exploiter les êtres humains. Euh, il faut un réveil. Et ce réveil, il tombe quelque part à point. Bien sûr qu'on aurait pu éviter tout cela et j'en aurais été le plus heureux, mais néanmoins, la pandémie étant arrivée, elle arrive quand même à un moment donné qui est presque opportun. Pourquoi? Mais parce que nous sommes à la veille d'entrer dans le 21e siècle. Nous n'y sommes pas encore dans ce 21e siècle, nous sommes toujours au 20e, même si le chiffre dit 2020 et dira dans une quinzaine, vingtaine de jours 2021, à mon avis, le chiffre 2020 ou 21 correspond bel et bien au 21e siècle, mais en réalité, nous n'y sommes pas encore. Et pourquoi nous n'y sommes pas encore? Mais parce que tout simplement, le 31 décembre 1999, nous sommes entrés par la date dans le 21e siècle, mais tous ceux qui façonnaient ce siècle, tous ceux qui dirigeaient ce siècle, tous ceux qui étaient aux manettes de ce siècle ont passé de 1999 à 2000 en chantant Vive le 21e siècle, en buvant des bouteilles spéciales du 21e siècle et en faisant une magnifique fête de fin d'année. Mais qu'ont-ils fait le 1er janvier 2020? Eh bien, ils ont poursuivi la vie, leur manière de se comporter, leur manière de diriger, de conseiller, etc. Ils ont continué comme ils le faisaient au XXe siècle. Autrement dit, nous avons simplement changé la date, mais nous n'avons pas changé la manière de nous comporter. Or, le XXIe siècle demande à être différent du XXe. Et pour être différent, il faut y appliquer différentes politiques, différents concepts, différentes philosophies, différents comportements. Et ces différents comportements, ces différentes philosophies, ces différents régimes politiques, eh bien, ils n'ont pas été appliqués car tous ceux qui façonnaient ce siècle étaient issus du XXe et sont entrés dans le XXIe avec leurs idées du XXe. Alors,
quand est-ce qu'on va entrer dans le 21e siècle? Eh bien, lorsque les milléniums, lorsque les jeunes femmes et jeunes hommes euh, qui seront nés dans ce siècle seront, eux, aux commandes du siècle. Et eux seront différents. Ils ont eu des différences culturelles, ils ont des différences politiques, ils ont des différences économiques, ils ont des différences spirituelles, ils ont des différents comportements que nous, anciens du 20e. Alors, aujourd'hui, avec la pandémie, nous avons une sorte d'accélération, car en principe, nous serions entrés dans le 21e siècle aux alentours de l'année 2028-2030, lorsque les premiers milléniums arriveront aux commandes. Ils auront alors 28-30 ans et à peu près. Donc, aujourd'hui, le Covid, ce réveil matin, nous fait accélérer l'entrée dans le 21e, mais cette entrée était inévitable, elle était nécessaire. Et elle ne peut, à mon avis, se faire qu'avec et à travers la nouvelle génération. Ce ne sont pas des anciens de 70, 72 ans comme moi qui vont révolutionner le nouveau siècle. D'ailleurs, qui sommes-nous pour vouloir révolutionner un siècle dans lequel on va mourir dans les années qui viennent? Ce siècle doit appartenir à la jeunesse. Ce siècle doit appartenir à ceux qui y sont nés. Ce siècle doit appartenir à ceux qui vont le façonner. Et pour cela, quelle chance d'être né dans ce 20e siècle, car quelle belle œuvre on pourra en faire. C'est un optimisme extraordinaire de savoir que la nouvelle génération va prendre le relais. Un relais qui sera extraordinairement positif, un relais qui sauvera quelque part la planète et qui sauvera l'humain. Et ça, c'est ce qui me rend si optimiste. Si nous n'avions pas cette force de la prochaine génération, eh bien, je serais extrêmement pessimiste, car figurez-vous, ma génération, les individus nés après-guerre ou pendant la guerre, mais qu'avons-nous fait du XXe siècle? Nous y avons fait 2 guerres mondiales, nous y avons fait des guerres régionales en Asie, au Moyen-Orient, même en Europe. Nous y avons fait une pollution invraisemblable. On a presque détruit le Rhin, détruit le Rhône. Nous avons quasiment pollué la Ruhr, et nous avons pollué le nord de l'Italie. Mais qu'avons-nous fait? Nous avons fait des explosions nucléaires dans le Pacifique, dans des îles extraordinaires, et on a fait des explosions en plein air. Nous avons pollué, nous avons exploité. Nous n'avons pas partagé. Nous avons laissé des enfants mourir chaque seconde. Il y a un enfant qui meurt à cause de l'eau polluée. Alors, n'est-ce pas maintenant le moment de passer la main et d'aider cette nouvelle génération à prendre le pouvoir? Et aider cette nouvelle génération à prendre le pouvoir, ce n'est rien d'autre que de transmettre. On transmet à la nouvelle génération. Donc, cette nouvelle génération, il ne faut pas la bloquer, il ne faut pas entraver, il faut écouter, il faut apprendre d'eux. Et puis, il faut peut-être canaliser au départ, et puis il faut peut-être aider au départ. Mais mon optimisme d'aujourd'hui vient de cette nouvelle génération. Mes regrets viennent aussi de cette nouvelle génération, dans le sens que je ne verrai pas leur œuvre, parce que je ne vais pas vivre encore 20 ou 30 ans. Donc, je ne verrai que le départ. Mais assister déjà au départ, c'est un spectacle extraordinaire. Donc, voilà ce que je veux vous dire ce matin au niveau personnel. Ça me semble plus important d'avoir fait un peu cette déclaration de ce que je ressens dans cette période difficile, et encore une fois, que je qualifie même de tragique, mais qui, hélas, me semblait nécessaire. Un malheur n'est jamais nécessaire. Donc, mais tout de même, pour sauver cette planète, il fallait un réveil. Il fallait qu'on prenne conscience. Rendez-vous compte qu'autour de la mi-août,
nous avons à nouveau, en 2020, consommé tout ce que la Terre peut nous donner en un an. Et chaque année, cette période où on a consommé l'entier de ce que la planète peut fournir avance. Il fut un temps, c'était en décembre. Et puis, ça a glissé vers novembre, puis ça a glissé vers octobre, et maintenant on est en août. Donc, nous avons un véritable problème, mais qui est global, qui est politique, qui est économique, qui est financier, qui est industriel, qui est spirituel. Nous avons un problème fondamental. Mais comme nous avons un problème fondamental, nous allons trouver des solutions fondamentales. Et donc, nous sommes dans une sorte de renaissance, une renaissance qui détruit partiellement ce qui existait pour créer quelque chose de plus adapté et de mieux. Voilà, donc ne soyons pas trop pessimistes, restons optimistes et surtout, restons entrepreneurs, car dans la crise, le seul moyen de s'en sortir, c'est d'entreprendre, de voir que puis-je faire dans cette crise. Pas baisser les bras, non, voir en quoi cette crise peut-elle aussi éventuellement m'aider. Où dans cette crise vais-je trouver des opportunités? C'est cette recherche-là qu'il faut avoir, cette attitude de dire, dans la crise, il y a des opportunités. Dans la crise, tout n'est pas négatif, bien qu'en apparence, tout soit négatif. Mais dans le fond, il y a des choses positives. Et ces choses positives, il faut pouvoir s'y accrocher, s'y atteler. Et là, c'est ce que j'appelle la recherche des opportunités de la crise, qui n'a pas que des contraintes, qui a aussi et qui nous amène aussi des opportunités. Donc, la crise, il faut, comme je le dis des fois, il faut en faire mon allié et pas mon ennemi. Si la crise est mon ennemi et si je me barricade chez moi et si je ferme tout, eh bien, c'est la crise qui va gagner. Par contre, si je dis à la crise, voyons voir, ma chère crise, en quoi est-ce que toi, tu peux m'aider? Où y a-t-il des opportunités? Comment vas-tu agir? Eh bien, à ce moment-là, si la crise devient mon allié, à ce moment-là, je peux éventuellement vaincre. Donc, restons optimistes, restons entrepreneuriales, restons créatifs, continuons à avoir des visions. Et puis surtout, apprenons à aimer, aimer autrui, aimer nous-mêmes, aimer la nature, aimer les animaux. L'amour est une des principales solutions à cette crise. Les Beatles le chantaient en 1967, le 25 juin 1967. All you need is love. C'est ça. Et ils chantaient dans la même chanson, There is nothing you can do that cannot be done. Il n'y a rien que tu saches faire qui ne pourra pas être fait. Mais quel optimisme! Il n'y a rien que tu saches faire qui ne pourra pas se réaliser. Mais c'est phénoménal. Et toujours le même refrain, tout ce dont tu as besoin, c'est d'amour. Besoin de donner de l'amour, besoin de recevoir de l'amour. Et je souhaite à chacun, en cette période difficile, de continuer à donner de l'amour. Et en donnant de l'amour, vous allez aussi en recevoir. Voilà, je crois que je ne vais pas regarder l'heure. Il me semble que j'ai assez parlé et qu'on peut passer sans autre au deuxième chapitre de cette émission. Merci, Monsieur Biver. Oui, alors on a déjà des questions qui sont reçues. C'est très intéressant ce que vous dites parce que les photos que je vais vous montrer, vous ne les connaissez pas, je ne vous les ai pas montrées. Ça revient sur ce que vous avez dit, le partage, l'authenticité, les valeurs, tirer le positif de chaque chose pour aller de l'avant. Je vais vous montrer les photos que j'ai sélectionnées et vous allez me les commenter. Je partage mon écran et je pense que vous voyez les photos qui s'affichent. Vous voyez bien la photo, Monsieur Biver? Oui, je la vois extrêmement bien. J'ai passé une soirée hier à chercher toutes ces photos, ces informations sur vous, mais vous allez voir. Qu'est-ce que vous pouvez me dire là-dessus? Ah bah écoutez, je réalise que j'étais très petit.
je devais avoir 1 an et demi, je réalise que ma mère que je vois là était une très très belle femme. Je réalise que mon père, ah ben, c'est un beau jeune homme. Et puis, plus profondément, ça me dit que je suis né dans l'amour et que je suis né dans le bonheur. Et ça, c'est un privilège que j'ai eu et que beaucoup de gens ne reçoivent pas. Voyez-vous, suivant où vous êtes né, eh bien, vous n'avez pas les mêmes privilèges que si vous êtes né, comme la plupart d'entre nous, en Suisse. Ça, en parenthèse, c'était au Luxembourg ou en Europe. En plus, je suis né dans une famille qui m'a éduqué, une famille qui m'a protégé, une famille qui m'a pardonné beaucoup d'erreurs, une famille euh, qui m'a motivé, une famille qui m'a donné de l'amour. Donc, j'ai reçu au départ de ma vie tous les privilèges possibles, y compris la santé. Et ça, c'est quelque chose que je réalise, je vais vous dire, tous les jours. Et c'est pour ça que j'ai autant de gratitude et c'est pour ça que je remercie autant la vie de m'avoir ainsi gâté. Et ça me donne envie, et ça m'oblige même, à redonner également. Car quand on a reçu, à un moment donné, il faut savoir redonner ce qu'on a reçu. Et la vie n'est complète, la vie ne se termine que quand on aura fini de redonner ce qu'on a reçu. Et ça, c'est la finalité. Donc, je vois ici le départ de ma vie et la finalité, j'espère qu'elle sera belle parce que j'aurai beaucoup redonné de tous les privilèges que j'ai reçus. Deuxième photo, vous m'avez dit, je vous avais interviewé il y a 6-7 mois pour le temps, vous m'avez dit ce qui a lancé pour moi la passion de l'horlogerie, c'est cet événement-là. Alors, ce n'est pas Neil Armstrong qui a porté la célèbre montre Omega, alors qu'on pourrait le croire, c'est Buzz Aldrin, je crois. Vous pouvez me dire quoi par rapport à cette image? Moi, je peux vous dire que c'est effectivement Buzz Aldrin. On voit qu'il a la montre au poignet droite, qu'il a un grand velcro qui permet d'avoir la montre sur son poignet droite. On réalise que malgré tout l'équipement, malgré toute la technologie, malgré toute la communication à travers les ondes et Cap Kennedy, pourquoi porte-t-il une montre mécanique qui se remonte avec une couronne? Pour quelle raison? Alors qu'il n'y a que de la technologie sur cette photo, sauf la montre qui date des années 50 et qui est manuelle et qu'il faut remonter tous les jours. Entre le doigt et l'index, il faut tourner cette couronne. Pourquoi? Comment c'est possible? Eh bien, j'ai posé cette question à Buzz Aldrin, qui est là sur la photo, et il m'a dit, eh bien, c'était le dernier rempart, car imaginons qu'il y ait une panne de communication, comme il peut y avoir dans nos conversations sur l'attel, tout d'un coup, la communication est loin, eh bien, nous n'avions à ce moment-là qu'une seule porte de secours, de sortie, c'est la montre. Car tout est chronométré, le départ de la cabine, l'arrimage, nous n'avions à ce moment-là que la montre pour nous sauver la vie. Et d'ailleurs, sur Apollo 13, il y a eu cette panne et c'est la montre qui a permis la rentrée dans l'espace des deux astronautes qui se trouvaient à ce moment-là dans leur cabine. Et puis l'autre élément qui est hyper intéressant, et là, il est déjà un peu philosophique, mais c'est une belle philosophie et ça donne vraiment envie. Il m'a dit, et tu sais, tout mon équipement était totalement étranger pour un terrien. Or, la seule chose qui me reliait à la Terre, c'était la montre. Tout le reste, c'est des habits, c'est des combinaisons que jamais sur la Terre je mettais.
et qui me rattache absolument pas à la terre. Par contre, cette montre à mon poignet droit, elle comme une amulette, elle me rattachait à la terre. Et ça, c'est une magnifique histoire. Troisième photo, magnifique. C'est vous en Grèce, je crois, à 20. Oui, c'est moi en Grèce avec mon ami Pioun, Pioun qui est maître Novera, qui est devenu notaire à Lausanne, Pierre Novera. Et on était en HEC, et puis on partait chaque année, 2, 3 mois, pendant les vacances académiques. On partait 2, 3 mois en Grèce, en Crète, en Turquie, en Roumanie, en Bulgarie. Euh, donc, nous faisions ce tour euh, de 2, 3 mois. On dormait dans la voiture, on dormait dehors, on dormait sur les plages. Là, on se faisait des spaghettis avec une sauce tomate. Donc, c'est l'époque heureuse, c'est l'époque innocente, c'est l'époque généreuse, c'est l'époque des rêves, c'est l'époque de l'amour, c'est l'époque de la découverte, c'est l'époque de la jeunesse, c'est l'époque où tout est possible, c'est l'époque où il reste encore 80 ans de vie derrière nous. Euh, donc, c'est une magnifique photo euh, par ce qu'elle engendre, ce qu'elle suggère. Et j'espère que s'il y a des jeunes qui nous écoutent et qui voient cette photo, eh ben, je leur souhaite de devenir un peu comme moi, hippie, et de profiter à fond de cette magnifique connexion, synergie entre homme, amour et la terre. Cette photo, très belle photo, je pense. Une rencontre, Piguet. Vous pouvez nous dire quoi par rapport à ça? Ah ben c'est le début de ma carrière, si j'ose dire. Quoique le début de ma carrière, c'était chez Audemars Piguet en 1975. Et j'ai le privilège d'aller après-demain visiter le musée au Brassus. Et ça, c'est également une photo prise au Brassus, pas en 75, mais en 80, fin 81, lorsque Jacques Pillet, ici à gauche sur la photo, et moi avons acheté la marque Blancpain pour 21 000 francs suisses. Et pourquoi est-ce qu'on a payé 21 000 francs suisses à l'époque pour la marque? Mais parce qu'on a acheté rien d'autre que la marque. C'est-à-dire Blancpain avait cessé toute activité à la fin des années 50. Et donc, en 81, ça faisait 21 ans qu'il n'y avait plus d'activité, aucune. Et il n'y avait plus de mobilier, il n'y avait pas d'immobilier, il n'y avait pas de personnel, il n'y avait pas de collection, il n'y avait pas de contrat, il n'y avait pas de production, il n'y avait rien. Nous avons acheté que le nom Blancpain, dont personne ne se souvenait, parce que ça faisait 21 ans que Blancpain avait disparu, avait cessé toute activité. Et là, nous célébrons l'accord, le contrat notarié de l'acquisition du nom de la marque Blancpain. Et c'est une magnifique, extraordinaire photo. D'abord parce qu'on voit qu'on est jeune et qu'on a un optimisme extraordinaire. On est heureux comme peuvent être heureux des enfants. Mais c'est aussi une belle photo parce que ça lie Jacques Piguet et moi, qui sommes amis à vie. Et nous avons fait un chemin à deux exceptionnel. Et je dois énormément à Jacques Piguet. C'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier. C'est lui qui m'a fait découvrir la vallée de Joux. C'est lui qui m'a fait découvrir le fromage, les alpages. C'est lui qui m'a fait découvrir la Sagne. C'est lui qui m'a fait découvrir les bois du Rizou. Enfin, c'est lui qui m'a fait découvrir l'horlogerie d'un certain niveau. Et c'est lui qui m'a permis d'être, grâce à son partenariat, de relancer la marque Blancpain avec le succès que l'on sait. Très bien. Le rachat, je crois que vous l'avez revendu 2700 fois plus que Blancpain que vous l'aviez acheté. 60 millions, je crois, de francs, alors que vous l'aviez acheté une vingtaine de milliers de francs. C'est bien ça, en 10 ans à peine. Oui, alors ça paraît spectaculaire,
si on a vendu, comme vous dites, une soixantaine de millions, mais il faut quand même savoir que nous faisions à ce moment-là 12 millions de bénéfices par an. Et que si vous achetez ça à 60 millions et que vous faites 12 millions de bénéfices par an, eh bien, au bout de 5 ans, le prix d'achat a été amorti. Et À la donc, photo. on appelle ça, on a vendu à 5 fois les bénéfices. Aujourd'hui, les sociétés horlogères ou dans le luxe en général, on achète des marques pour non pas 5, mais un peu plus que 5 fois le bénéfice. Donc, on n'a pas de regret, si vous voulez, au niveau de la transaction, mais j'ai peut-être moins un regret au niveau de l'acte de vente. Euh, je pense que on était jeunes, on était encore un peu fragile psychologiquement. On avait quand même une entreprise magnifique qui faisait 12 millions de bénéfices chaque année, mais il y avait une crise au début des années 90. Les taux d'intérêt étaient montés à 7, 8, 9% taux d'intérêt. Donc, on était quand même à la veille d'une crise et je crois que pour la sécurité du personnel et la pérennité de la marque Blancpain, la vente au plus grand groupe horloger du monde était positif. Pour moi, personnellement, c'était également positif, mais il y avait aussi une zone d'ombre. Et cette zone d'ombre, c'est que mon rêve d'avoir une entreprise à moi et de pouvoir éventuellement transmettre à mes enfants plus tard, eh bien, il a disparu et il a été remplacé par de l'argent. Or, l'argent ne remplace pas tout. L'argent amène d'autres libertés, d'autres facilités, un autre confort, mais à choisir, j'aurais préféré ne pas avoir vendu, bien qu'aujourd'hui, je ne peux honnêtement avoir que du positif, aucun regret, parce que depuis la vente, j'ai pu entrer dans le groupe SMH, j'ai pu apprendre beaucoup de M. Hayek, avec qui j'ai travaillé très étroitement. J'ai pu développer avec lui Omega, tout le marketing, le produit, dont on voit encore aujourd'hui les inspirations. Puis plus tard, j'ai pu acheter une partie de Hublot. Donc, Biver ne peut avoir aucun regret. Mais si je suis très honnête, je dois dire qu'il restera toujours un tout petit goût arrière dans bouche au niveau de cette vente. Nicolas Hayek, c'est intéressant aussi. Un autre tribullion, on le voit sur la photo. Je lisais une interview de lui hier, publiée dans les années 90. Il disait « Je ne travaille jamais 8 à 14 heures par jour, je m'amuse ». Ça correspond à la personne que vous avez rencontrée? Ah ben, ça correspond tout à fait à la personne que j'ai rencontrée. D'ailleurs, on avait l'habitude de se téléphoner 3 fois, 4 fois, voire 5 fois par semaine, entre 5h30 et 6h30 du matin, parce que nous étions tous les deux à partir de 4h actifs. Et donc, vers 6h, 6h30, on était très, très souvent au téléphone ensemble. Euh, Maintenant, ce qu'il a dit, c'est tellement vrai. Et le premier qui l'a dit, c'est le philosophe Confucius, qui a dit, si vous voulez vous libérer de la charge que vous impose le travail journalier, transformez votre travail journalier en votre passion. Et pour moi, ma passion, c'est l'horlogerie. Donc, chaque fois que j'exerce mon métier dans l'horlogerie, je ne peux pas dire que je travaille. C'est comme un Ronaldo, le footballeur, il dit pas je vais travailler, il dit je vais m'entraîner ou bien il dit je vais jouer. Donc les passionnés sont ceux qui ne sentent plus le poids du travail. Et malheureusement, la plupart des gens n'ont pas leur travail comme passion et n'ayant pas leur travail comme passion, ils sentent le poids ou la pénibilité du travail. Et donc, je dis souvent aux jeunes étudiants à qui je donne des conférences, essayez
d'avoir une passion, d'exercer une passion et essayer de trouver ensuite un job dans votre passion. Et vous verrez le jour où vous avez un travail dans votre passion, que ce soit un travail comme salarié ou un travail, votre propre travail comme entrepreneur, vous aurez éliminé la pénibilité du travail. Très bien. On avance. Une interview publiée dans le Nouveau Quotidien en 92 ou 93. Deux choses intéressantes, j'ai trouvé. Nous avons fait un saut dans le futur en revenant en arrière, toute votre philosophie avec Blancpain. Et surtout, dans une partie, vous dites, au fond, les 5 facteurs de notre réussite sont les suivants. Le travail, l'aide que nous avons reçue et la chance. Et vous dites beaucoup, dans la plupart de vos interviews, la chance. La chance, ça m'a beaucoup aidé dans la vie. Vous pouvez nous dire quoi par rapport à ça? Ah ben, la chance m'a beaucoup aidé dans la vie, et je l'ai dit maintenant à l'entrée, lorsque vous m'avez montré les photos où j'étais petit, ben, j'ai eu la chance de naître dans un bon pays, avec des bons parents, avec une bonne éducation, avec une bonne santé. Bah, écoutez, c'est déjà des éléments de chance exceptionnels. Euh, et depuis toujours, je respecte la chance et je dis merci à la chance. Mais il faut aussi savoir, par moment, profiter de trouver la chance. Et je dis toujours, si vous ne bougez pas et vous n'entreprenez rien et que vous restez dans votre chambre, mais comment voulez-vous croiser la chance? Pour croiser la chance, il faut quitter sa chambre. Il faut descendre dans le couloir. Déjà, rien que dans le couloir, on peut trouver la chance. Et ensuite, il faut descendre avec l'ascenseur. Il faut aller dans la rue. Et puis, il faut commencer à entreprendre, à travailler. Et plus vous bougez, plus vous êtes actif, plus vous êtes créatif, plus vous êtes innovant, plus la chance, vous avez le risque de la trouver. Et donc, beaucoup d'activités, beaucoup de dynamisme, beaucoup d'innovation, beaucoup de créativité permet de rencontrer assez souvent la chance. Mais si vous ne faites rien, mais comment voulez-vous la rencontrer, la chance? C'est pas possible. Donc, la chance ne sourit qu'à ceux qui sont hyperactifs. Et c'est pour ça que je disais déjà à l'époque, travail, 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 ça c'est clair. Et aujourd'hui, je dirais, il faut le 5-7-7. Ça veut dire quoi? Bah, le premier chiffre qui est le 5, il faut être au bureau à 5 heures. Il ne faut pas se réveiller à 5 heures, il faut se réveiller à 4 heures, mais à 5 heures, on est au boulot. Le deuxième chiffre qui est le 7, c'est à 7 heures du soir, on est à la maison. Pourquoi? Parce qu'on a une famille qu'il faut respecter, on a des enfants avec qui il faut partager. Le troisième 7, c'est 7 jours sur 7. Et le quatrième 7, c'est pendant 7 ans. Si vous faites le 5, 7, 7, 7 pendant 7 années, vous allez réussir. C'est à moins d'être un peu stupide. Mais voilà. Et ça, c'est la règle. Donc, travail, travail, travail. Et puis ensuite, c'est l'aide. Parce que seul, vous ne pouvez rien faire. Seul, vous n'existez même pas. Donc, il faut de l'aide. Mais il faut susciter l'aide. Il faut demander de l'aide. Mais pour recevoir de l'aide, il faut avoir une éthique, une morale. Si vous êtes un voyou, vous n'allez pas recevoir beaucoup d'aide. Si vous n'êtes pas sincère, si vous n'êtes pas fidèle, si vous n'êtes pas reconnaissant, vous n'allez pas recevoir beaucoup d'aide. Par contre, si vous partagez, si vous respectez, eh bien, l'aide va venir. Et il faut écouter l'aide. Il ne faut pas croire qu'on sait. Il faut laisser entrer le doute et se dire, tiens, j'ai des doutes. Est-ce que j'ai raison de faire comme cela? Et ensuite, poser des questions. C'est ce que j'appelle l'aide. Et une fois qu'on a ce mariage, travail, travail, travail et aide, arrive à un moment donné, un moment inattendu, qu'on ne peut pas prévoir d'avance, arrive de la chance. Et cette chance, c'est un bonificateur qui accélère encore la formule magique. Et voilà ce que j'ai voulu dire chez Blancpain en 1982. Et ça n'a pas changé. Et je dis toujours encore et encore aujourd'hui la même chose. Très bien. Votre arrivée dans le sport, j'ai lu une anecdote par rapport à ce panneau Hublot. Vous allez me dire si c'est vrai. Il paraît que vous aviez offert à la FIFA des panneaux Say No to Racism. Et en échange, ils vous ont offert cette magnifique visibilité avec le panneau de remplacement et du temps additionnel avec marqué Hublot dessus. C'est vrai?
Alors, en 2008, sauf erreur, qui était ou 2000, je ne sais plus maintenant si c'est 2006, 2008, qui était l'euro qui avait lieu en Suisse et en Autriche. Je crois que c'était 2-8 ou 2-6 ou 2-6, enfin, je ne sais plus. Eh bien, nous avions décidé que la grande banderole que nous avions depuis le coin des corners jusqu'au but, euh, et qu'on avait la moitié donc du terrain, un quart du terrain, et on a décidé d'offrir ce panneau, cette banderole longue hein, qui faisait la moitié d'un terrain, euh, et que nous allions non pas écrire Hublot, mais que nous allions l'offrir à une fondation à Londres qui s'appelle No to Racism, non au racisme. Et l'UEFA a été très étonné que nous ayons offert euh, ce, ce qui coûtait le plus cher dans le contrat, c'est-à-dire cette visibilité télévisuelle. Et j'ai dit non, non, nous voulons montrer un exemple. Nous ne ferons pas de conférence de presse. On dira à personne que nous avons offert ce panneau, parce que quand on fait un geste humanitaire, on n'essaye pas de l'exploiter par derrière. Et voilà. Et ensuite, un jour, quand nous avons souscrit à l'euro suivant, euh, Michel Platini et M. Margrave, qui était le directeur marketing, sont venus et m'ont dit, mais vous n'allez pas de nouveau offrir cette banderole. J'ai dit si, nous allons poursuivre aussi longtemps que possible, nous allons offrir à la Fondation No to Racisme notre visibilité. Et c'est là qu'ils sont revenus un jour en disant, on ne peut pas vous laisser sans visibilité, on accepte que vous donniez cette banderole à No to Racisme, mais en échange, on va vous offrir un panneau qui est un panneau qui n'a jamais été identifié, qui est le panneau du quatrième arbitre, qui est un panneau d'information sur lequel on n'a jamais fait et on n'a jamais mis de publicité. Et voilà comment est né ce panneau du quatrième arbitre. Et c'est une belle, belle leçon, car elle nous prouve que quand on donne, on reçoit. Et nous avons donné sans aucun but de recevoir quoi que ce soit. On a donné notre visibilité télévisuelle à No to Racism. Et grâce à cette donation, nous avons reçu en retour ce panneau. C'est une extraordinaire leçon d'amour qui celui qui donne reçoit. Très bien. Photo suivante. Maradona qui visite l'usine Hublot, je crois. Vous Oui, aviez beaucoup d'admiration pour cette personne. bah écoutez, Maradona est devenu ambassadeur de Hublot quand on a vu la photo euh, avec deux montres Hublot au poignet. Et non seulement on était étonné qu'il ait une Hublot au poignet, mais on était encore complètement surpris, abasourdi, pourquoi il en avait deux. Euh, qu'un horloger ou M. Hayek ait porté deux ou trois ou quatre montres, on peut comprendre, c'est notre métier. Mais pourquoi Maradona a deux montres? Et on ne le connaissait pas, on avait simplement vu une photo dans un des journaux, et nous avons pris contact avec un détaillant de Buenos Aires, parce qu'on a supposé qu'il avait acheté la montre là-bas, et effectivement, le hasard a fait qu'il avait acheté cette montre à Buenos Aires chez notre détaillant argentin. Et le détaillant, et puis à ce moment-là, on a dit, mais savez-vous pourquoi il en porte deux? Et le détaillant nous a répondu, mais écoutez, il en porte toujours deux. Il ne porte pas deux hublots, il porte deux montres systématiquement, quelle que soit la marque. Il ne porte jamais une montre. Ah bon? Et pour quelle raison? Mais parce qu'il fait graver le fond des montres, une fois avec le visage et le nom d'une de ses filles, et l'autre montre avec le visage de l'autre de ses filles, de ses deux filles. Et il porte ces deux montres avec l'heure de l'endroit où se trouvent ses filles. Et c'est une manière à lui d'être en permanence en connexion avec ses deux filles. Donc, à la main gauche, il porte la fille aînée, à la main droite, il porte la cadette.
Et comme ça, il sait à tout moment quelle heure il est chez ses filles et ça lui permet d'être spirituellement, affectivement en liaison avec ses deux filles. Et quand on a appris cette histoire, j'ai dit, mais c'est fabuleux, c'est exactement ce qu'on recherche dans une montre. On recherche le côté affectif, on recherche l'émotion, on ne va pas rechercher uniquement la lecture de l'heure. Ça serait bien triste si une montre ne servait qu'à lire l'heure. Et donc, on a recontacté le détaillant de Buenos Aires et on a demandé qu'il nous mette en communication avec Maradona. Et c'est comme ça que Maradona est devenu ambassadeur de Hublot, et parce qu'il avait d'abord acheté deux montres et parce qu'il avait cette magnifique philosophie d'avoir deux montres gravées au nom et avec le visage de ses deux filles. Dernière photo, dans quasiment toutes les photos que j'ai vues de vous, vous souriez, vous êtes heureux dans tout ce que vous faites. Et vous avez de la chance. Richard Gere, Cindy Crawford, vous jouez au golf avec elle. Usain Bolt, on vous voit faire du ski. La des Alpes, bien sûr, vous faites du fromage. La joie de vivre, c'est vraiment ce qui vous caractérise depuis vous êtes né, j'ai l'impression. Ah oui, puis surtout si vous voyez ces photos, n'importe qui aurait le sourire s'il avait pu faire ce que j'ai fait là. N'importe qui aurait le sourire d'être avec Cindy, d'être dans la désert, d'être avec Usain Bolt, de skier, de boire une bouteille de Cornalin. Donc, je répète, je suis né avec tellement de privilèges. J'ai jamais été maltraité, j'ai jamais été abusé, j'ai été bien éduqué, j'ai reçu une bonne formation, j'ai reçu beaucoup d'amour. Donc, ça serait grave si j'étais pas reconnaissant. Ça serait grave si je ne voudrais pas redonner, transmettre tout cela. Et ça serait dramatique si je faisais la gueule. Donc, vous faites là une remarque qui me semble d'abord pertinente, mais qui me rassure sur moi-même, parce que si je faisais la gueule, je ne mériterais pas tout ce que j'ai reçu. Très bien, on va passer à la session des questions-réponses, il y en a beaucoup. Je vais jongler pour les gens qui nous suivent entre les questions qu'on a reçues sur Zoom et les questions qu'on a reçues sur le site. Je vais commencer par le site. Première question de EKN qui nous demande « Dans quelle mesure, selon vous, notre penchant sociétal à vouloir tout maîtriser, maîtriser tous les risques, peut être un frein à l'innovation, selon vous ?» Non, trop de technocratie peut être un frein à la spontanéité, à l'innovation. Trop de règles, trop de contraintes, trop de sécurité, effectivement, peuvent être néfastes à la créativité. Lorsque j'ai invité toute l'équipe, les 112 personnes de Blancpain, à venir une semaine en vacances avec moi en octobre 1989, eh bien, nous sommes partis à Naples, entre autres. Et pourquoi est-ce que j'avais choisi Naples? Eh bien, pour montrer que dans la désorganisation, il y a quand même de l'organisation. Et pour montrer à des horlogers qui sont très structurés, qui sont très précis, qui sont très méticuleux, à leur montrer que, eh bien, il y a beaucoup de créativité également quand les choses sont désorganisées. D'ailleurs, si vous entrez dans un atelier d'un artiste, quel qu'il soit, eh bien, c'est pas l'ordre qui est la priorité d'un atelier d'artiste. Et pourtant, l'artiste sait exactement où il met ces différentes choses. Donc, il y a une sorte de petit bordel, mais qui est très propice à la créativité. Et c'est pour ça que je dis des fois, pas trop de technocratie, s'il vous plaît. Question de Thierry. C'est plus difficile d'être entrepreneur aujourd'hui ou il y a 20 ans? Ah, vous savez, quand on parle comme un vieux, on va dire, ouais, il y a 20 ans, c'était mieux, c'était plus facile. Moi, je veux parler comme un jeune en disant à chaque période, il y a ses difficultés et ses opportunités et ses avantages. Maintenant, pour venir à mon métier, l'horlogerie était moins compétitive dans les années 80 qu'elle l'est maintenant. Donc,
comme il y a plus de compétition maintenant, il y a plus de marques fortes qui sont des sortes de barrages, des forteresses, eh bien, c'est plus difficile. Question de Jacques. Il vous demande si vous deviez racheter une marque horlogère aujourd'hui pour étirer les bons coups de Blancpain et Hublot. Vous rachèteriez quoi? Et est-ce qu'il y a un autre secteur aussi dans lequel vous investiriez aujourd'hui? Alors, j'investirais dans le fromage, j'investirais dans les produits bio, j'investirais dans la biodynamie, j'investirais dans le vegan, j'investirais dans la viande synthèse. Euh, voilà, maintenant, ma passion, c'est l'horlogerie, donc ma préférence va toujours être d'investir d'abord dans ma passion première, dans ma passion première. Quelle marque que je rachèterais? Ben, j'en sais rien, et si je le savais, je ne pense pas que je le dirais tant que je ne l'ai pas acheté. Mais pour être très honnête, je ne le sais pas. Par contre, pourquoi est-ce que je ne ferais pas la marque Biver finalement, au lieu de racheter une marque? Je pourrais peut-être faire la mienne. Enfin, vous voyez, j'ai encore des questions ouvertes. Et parce que j'ai des questions ouvertes, ça me tient, ça me maintient jeune et ça me maintient également actif. Question de Tosti. Se libérer du regard des autres et des opinions qu'ils ont. Est-ce que c'est facile? Vous avez été moqué, vous, quand vous vous êtes lancé dans l'aventure Blancpain? Bien sûr, et vous savez, je dis toujours à mes gens, si nous sommes jalousés, si nous avons des envieux, si nous avons des médisants, bah, c'est le signal de la réussite. Euh, Réjouissons-nous du nombre de médisants que nous avons. Réjouissons-nous d'avoir beaucoup de gens envieux qui nous critiquent, qui nous jalousent, car plus il y en a, plus on a du succès. Personne ne va jalouser un connard qui fait rien. On va plutôt le plaindre. Donc, créons autour de nous des jaloux, des médisants et des envieux, parce que ça sera ça le signe que nous avons du succès. Question de Pedro. Aujourd'hui, on est dans un contexte de crise sanitaire. Comment doit se passer la relation parfaite entre un client et une maison horlogère, avec toutes les difficultés qu'on a aujourd'hui? Ah ben, c'est les mêmes difficultés que la difficulté qu'a un restaurateur à recevoir, à accueillir et à servir des clients. Chaque métier a ses particularités et nous de même, nous ne sommes pas un restaurant, mais quand même, nos bijouteries, les gens viennent, peuvent boire un café, il y a régulièrement des clients qui ne viennent pour pas acheter, qui viennent pour discuter. Nous avons des petits salons où on les reçoit, donc on a un peu la problématique des restaurateurs. Nous devons faire attention à nettoyer chaque fois la table, à nettoyer la poignée, etc., etc. Donc, nous n'avons pas de choses bien plus difficiles à faire que des restaurateurs ou des médecins voilà, ou des physiothérapeutes. Voilà, ce sont les mesures normales que nous appliquons. Dominique, qui réagit par rapport à votre règle que vous avez annoncée tout à l'heure, où vous veniez au travail à 5 heures, je crois. Elle dit aujourd'hui, les jeunes ne veulent pas passer leur vie au travail. Elle dit l'époque a changé, ils souhaitent travailler moins et avoir plus de temps pour vivre. Vous en pensez quoi? Oui, sauf si le travail, c'est aussi votre vie. Si le travail, c'est votre passion, pourquoi est-ce que vous voudriez être dans votre passion que 6 heures par jour? Si vous êtes passionné, vous avez envie d'être 10 heures par jour dans votre passion. Donc, les jeunes aujourd'hui, et elle a raison, manquent souvent de passion. Il y a une carence de passion. Mais ceux qui sont passionnés, si vous êtes passionné de musique, pourquoi écouter seulement 4 heures de musique par jour? Pourquoi pas écouter pendant 9 heures la musique? Vous voyez, si vous êtes passionné de lecture, pourquoi lire seulement 1 heure par jour? Donc, tout cela vient d'une carence de passion, mais si votre travail égale votre passion, vous n'avez plus de limite.
Une question d'Ingrid. Pour la pérennité de l'entreprise, est-ce que les collaborateurs doivent être intrapreneurs, acteurs de leur poste? Et j'ai une deuxième question. Est-ce que vous poussez, selon vous, il faut pousser les salariés d'une entreprise à créer leur propre projet? Google fait beaucoup ça aux États-Unis. Vous en pensez Bien quoi? sûr, il faut donner du courage d'abord aux gens. Il faut donner l'envie de, je dirais, l'envie d'avoir envie. Ça, c'est Johnny Hallyday, un petit clin d'œil. Il faut toujours faire des clins d'œil. Donc, il faut encourager les gens à être entrepreneurs pour eux et bien sûr pour nous, pour l'entreprise. Mais si dans cette aventure entrepreneuriale, à un moment donné, le salarié veut se mettre à son compte, eh bien, il faut l'encourager. C'est une responsabilité sociale que nous avons. Et donc, moi, je suis très supportif de l'esprit entrepreneurial et je suis très supportif quand un de mes employés souhaite se mettre à son compte. Je suis prêt à l'aider, je suis prêt à le motiver, je suis même prêt à le guider. Donc, c'est quelque chose qu'il faut faire parce que c'est cette responsabilité que nous avons vis-à-vis de nos propres gens. Question de Valentin. Pour vous, c'est quoi la meilleure école de la vie que vous ayez eue? Écoutez, la meilleure école de la vie que j'ai eue, c'était ma vie. Ma vie est une école permanente. Et pourquoi? Mais parce que l'école, c'est quand on apprend. Et on apprend quand? Pas à l'école seulement, on apprend toute la vie. Le jour où vous n'apprenez plus, ben, c'est que vous êtes un mort vivant, ou bien vous êtes mort-mort. Les morts n'apprennent plus, et les morts vivants sont ceux qui, bien qu'étant vivants, n'apprennent plus non plus. Donc, celui qui est en vie, par définition, il apprend tous les jours. Et c'est en cela que la vie est riche et elle peut se vivre longtemps pour autant qu'on continue d'apprendre. Brian qui demande une question un peu différente. Vous couriez 120 km par semaine avant, je ne sais pas si c'est toujours le cas. C'est où que vous placiez ce moment de loisir, de détente avec dans votre schéma de 5-7-7 ou en Eh dehors? bien, c'était entre 3 heures du matin et 5 heures du matin. Vous vous Et couchez à... j'avais un ami partenaire, employé qui s'appelait Philippe Peverelli. Euh, et il venait courir avec moi à 3h30. On avait rendez-vous à Puy et on allait courir. Et on allait quasiment tous les matins de 3h30 à 5h ou de 3h30 à 4h30, on allait courir. Donc, je prenais mon temps en dehors des périodes où les enfants étaient réveillés et en dehors des périodes où le bureau était ouvert. Et c'était entre 3h et 5h. Marc qui fait une réflexion. En se positionnant exclusivement sur le haut de gamme, la Suisse est-elle en train de tuer la créativité? Pas du tout, parce que dans le haut de gamme, il y a beaucoup de créativité, évidemment. Il y a peut-être même plus de créativité parce qu'on a des budgets qui, par moment, sont plus importants. La créativité, elle est partout. Elle est partout. Que vous ayez une grande maison ou une petite maison, que vous soyez dans le luxe ou dans le moyen de gamme ou le bas de gamme, la créativité, bah, c'est la vie. Nous sommes tous les matins, notre corps devient créatif parce qu'il s'éveille. Euh, vous ouvrez les yeux, la matinée est différente. La créativité, un acte permanent. Et on ne peut pas dire, oh, maintenant, je vais aller être créatif de 8h à 10h. Puis après, non, la créativité, c'est un état d'âme. Et c'est que quand la créativité est un état d'âme, ben, qu'on est constamment en éveil. C'est comme votre téléphone. Il n'est pas tout le temps connecté, mais il est quand même tout le temps ouvert. Il suffit d'appuyer, puis hop, vous pouvez appeler. Donc, c'est cet éveil permanent. La créativité, c'est un éveil comme votre téléphone ou votre ordinateur. Vous touchez l'écran et hop, il est nouveau allumé. C'est ça, être créatif. C'est un état d'esprit. Mathieu qui demande comment l'horlogerie s'adaptera à la transition énergétique. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est déjà le cas selon vous? Bah, la transition énergétique, l'horlogerie est quand même la première industrie à inventer un moteur
qui n'a pas besoin d'énergie si ce n'est l'énergie de l'utilisateur. C'est quand la montre est au poignet et que vous bougez, eh ben, c'est ce qui remonte la montre et c'est ce qui permet à cette montre de marcher 24 heures sur 24 aussi longtemps que vous la portez. Donc, on a inventé quasiment le mouvement perpétuel et le mouvement qui ne demande que l'énergie de celui qui est le propriétaire. Donc, elle est gratuite. Si je bouge, ma montre marche. Si je dors toute la journée, bah, la montre va s'arrêter. Donc, nous sommes les précurseurs du mouvement éternel, perpétuel, et dont l'énergie est fournie par l'utilisateur. Vous avez parlé des jeunes. Pierre qui demande, c'est bien, mais pourquoi est-ce que les jeunes aujourd'hui, les trentenaires, les vingtenaires ne prennent pas le pouvoir? Qu'est-ce qui bloque selon vous? Bah, ce qui bloque, c'est les vieux. Il faut que les vieux laissent la place. Il faut que les vieux transmettent. C'est ça. Mais il ne faut pas être impatient, ça va venir. Et ça vient d'ailleurs de plus en plus, et on voit de plus en plus de jeunes entrepreneurs qui ont en dessous même de 30 ans, et puis qui sont dans des positions de leader du monde. Regardez un type, je ne sais plus comment il s'appelle, de Facebook, Zuckerman, ou je ne sais plus son nom, Zuckerberg. Il a quel âge? Il n'a pas 30 ans. Et les gars de Google, ils n'avaient pas 30 ans. Donc, si vous tournez vers la Silicon Valley ou bien vous regardez autour de Lausanne des startups, ben vous verrez rarement des gens au-dessus de 30 ans. Vous verrez des gens en dessous de 30 ans. Donc, leur domination, leur impact sur la société, il est en route, il a déjà commencé. Angelo qui vous demande, c'est quoi vos secrets et conseils pour garder cet équilibre vie privée et vie professionnelle? Les deux sont très importants pour vous, on a vu, et pour avoir cette bonne hygiène de vie. Vous avez, comment ça vous, qu'est-ce que vous faites? Bah, il faut de la discipline. Il faut de la discipline. Il faut une sorte de rigueur. Et il faut savoir partager entre l'un et l'autre. Euh, et ça, c'est la discipline. Mais c'est la même question pour un athlète. Il fait comment l'athlète entre sa vie privée et sa vie sportive et le régime qu'il doit faire et les entraînements. Et pourtant, maintenant, il y a Noël qui veut fêter avec ses enfants. C'est la même chose. Un entrepreneur, c'est comme un athlète. Il doit aussi suivre une hygiène de vie. Il doit avoir une éthique dans la vie. Il doit avoir une morale. Il doit avoir une discipline, euh, il doit avoir du courage, il doit avoir de la constance, etc. Donc on est dans un métier qui demande à l'un et à l'autre exactement les mêmes rigueurs, la même discipline. Une question aussi de Dominique qui dit, en cette période de pandémie, la culture est au plus mal. Ça vous touche? Bien sûr, tout ce qui est au plus mal me touche, que ce soit la culture, mais que ce soit les artisans, que ce soit les restaurateurs, que ce soit les salles de cinéma, euh, tout me touche. Alors, je n'ai pas un degré particulier pour l'un ou l'autre métier, mais en tout cas, la culture, on en a besoin. La culture nous donne des émotions, la culture nous fait rêver, la culture nous lie un peu à Dieu, à l'éternel, et donc c'est un élément extrêmement important. Et nous avons besoin de culture, nous avons besoin d'émotions, nous avons besoin de rêves. Et, et tout cela est transmis très souvent par l'art et la culture. Je crois qu'on arrive à la fin de cette session. Vous avez quelque chose à rajouter pour conclure, Monsieur Biver? Ah ben, j'ai qu'une seule conclusion, c'est celle des Beatles, All you need is love. N'oubliez pas ça et n'oubliez pas que tout ce que vous pouvez faire, tout ce que vous voulez faire, vous pourrez le faire. Allez-y, faites, entreprenez, soyez visionnaires, soyez optimistes et puis n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas d'aimer et bonne chance. Merci beaucoup, Jean-Claude Biver. Vous étiez 300 à nous suivre. On va mettre le replay dans à peu près 2 heures sur le site de PME. Merci d'avoir été si nombreux à nous suivre. Merci à nouveau, Monsieur Biver. Vos prochains projets, quels sont-ils? Partager, continuer de faire des conférences comme ça? Investir, peut-être?
Bien sûr, tout ça, c'est des projets. En tout cas, continuer à transmettre à travers des conférences, ça c'est sûr. J'en ai tous les jours d'ailleurs. Euh, Continuer dans ma passion horlogère, oui aussi. Continuer à transmettre, c'est clair. Et puis investir, oui aussi, parce que investir vous permet de vous développer, d'investir, investir du temps à aider des gens, investir de l'argent à soutenir des projets. C'est quelque chose d'excitant, c'est quelque chose dont on a aussi une certaine responsabilité quand on peut le faire. On ne peut pas tout faire, hein. Mais voilà, donc vous pouvez compter sur moi. Je suis prêt à venir à une prochaine conférence et j'ai eu beaucoup de plaisir à m'entretenir et à faire cette interview d'une petite heure ensemble. Merci beaucoup.